Eh bien, merci à tous d'être là ce matin. Merci à tous les quatre d'être avec nous. On va parler ce matin du vol de fret terrestre au sein de la supply chain. Un sujet à la fois stratégique et préoccupant. Ce vol de fret terrestre au sein de la chaîne d'approvisionnement. Pour en parler, le colonel Jean-Charles Bidault. Bonjour colonel, vous êtes officier de gendarmerie, adjoint au commandant de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Également avec nous, Bérangère Fontaine. Bonjour madame, vous êtes responsable indemnisation cargo transporteur logisticien chez Helvetia Assurance. Thorsten Neumann, qui sera en anglais essentiellement, président de TAPA Europe, Moyen-Orient et Afrique, qui a pour mission de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, notamment via des certifications. Vous vous assurez de la conformité des infrastructures via des certifications et puis des types d'entrepôts, véhicules ou encore les parkings. Et Jennifer Sellé, vous êtes experte en marchandises transportées pour AM Group, une filiale d'Alkera. Alors, augmentation des vols, donc enjeux économiques, sécurité des flux. On va faire un point sur la situation actuelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même vous demander, colonel, que vous nous expliquiez quel est le rôle de l'Office central de la lutte contre la délinquance itinérante. Oui, donc l'OCLDI, l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, a été créé en 2004. Son champ d'activité de compétences a été défini par un arrêté ministériel. C'est la lutte contre la délinquance et la criminalité occasionnée par des malfaiteurs d'habitude transnationaux. Les critères de la délinquance itinérante sont la sérialité des atteintes, la pluralité des lieux de commission et le caractère organisé des auteurs. Nous sommes 120. C'est un office central gendarmerie avec des policiers. Nous avons également 2 officiers de liaison roumains et géorgiens, parce que une grosse partie de l'activité de l'office, c'est la coopération judiciaire internationale. Il y a un échelon central qui se trouve à Arcueil, une division du renseignement criminel, une division opération internationale, un groupe d'observation de surveillance et des enquêteurs, ainsi que 5 détachements qui se trouvent à Senlis, Nancy, Lyon, Toulouse et Rennes. Et bien sûr, nous agissons toujours en co-saisine avec des services locaux, police ou gendarmerie. Et enfin, donc toujours sous la direction de magistrats, puisqu'il s'agit d'enquête judiciaire. Voilà. Merci pour cette présentation très claire. Thorsten Neumann, TAPA collecte de nombreuses données sur les incidents de vol. Quelle est l'ampleur du phénomène aujourd'hui? The problem is... C'est un phénomène d'une immense ampleur quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, pas simplement en France. La question n'est pas de savoir si vous allez être victime de ce genre de crime, mais quand, notamment... ça fait 25 ans que TAPA s'occupe de la question et nous sommes la plus grande association de résilience de transport dans le monde entier. Alors, il y a des petits incidents d'eux qui sont beaucoup plus graves, mais la valeur moyenne de ces vols augmente de manière constante depuis 10 ans, et en France en particulier. Et pour nous, une grosse perte, c'est lorsqu'on est au-delà de 100 000 euros de sinistre, et la moyenne en France tourne autour de 800 000 euros. Et toutes les 24 heures, dans notre base de données, on a quelques 180 000 euros de sinistres par jour. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg, et encore, on est très en deçà de la réalité. Alors, évidemment, quand, dans les statistiques, si vous êtes au numéro 1, ça peut être sympathique. Chez nous, c'est pas bien d'être en première position. Pourquoi? Parce que cela veut dire que soit on a vraiment en face de soi un réel défi, soit ça veut dire qu'on n'en fait pas assez contre la criminalité organisée qui s'attaque à la chaîne de valeur. Et ça, c'est un
problème qui s'est aggravé. C'est pas de la petite délinquance, c'est de la criminalité organisée, du grand banditisme qui agit au jour le jour. Nous avons une criminalité organisée qui infiltre les entreprises, et une entreprise allemande, par exemple, avait perdu plus de 200 millions d'euros lorsque cette bande organisée a été démantelée. Il y en a une autre qui l'a remplacée et qui a pu infiltrer l'entreprise, et dès l'année suivante, quelques 25 millions avaient été dérobés. On peut lutter un jour, une fois ou deux fois, mais pas indéfiniment. Malheureusement, les chiffres ne font que s'aggraver. Et Thorsten, quel type de biens, Thorsten, sont les plus ciblés? Thorsten et vous quatre, parce que je pense que tout le monde sait y répondre. Alors, peut-être colonel, quels sont les types de biens les plus ciblés? Très clairement, les chargements de tabac font l'objet d'attaques assez régulières. Tout ce qui est parfum, parce que ça a beaucoup de valeur. Et les bouteilles d'alcool aussi, parce que ça a beaucoup de valeur et que c'est très facile à revendre pour les malfaiteurs. Aussi les métaux. Les métaux précieux, le cuivre notamment, font l'objet de beaucoup de vols. Vous avez beaucoup de vols là-dessus. Thorsten, c'est pareil, vous faites le même constat? Parfum? Everything. En fait, c'est un peu de tout. C'est-à-dire que quoi que qui se trouve dans le camion, les criminels s'en serviront. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de marché noir. Il y a 10 ans, il y avait un marché noir. On savait quand on achetait un article volé, on savait lorsqu'on achetait une autoradio avec les câbles qui dépassaient, on savait qu'elle avait été volée. Quand quelqu'un à la gare du Nord se présente avec un vélo moderne à 200 €, on savait qu'il était volé. Ça, c'était le marché noir. Maintenant, on achète tout sur des vraies plateformes. On les achète sur Amazon, sur Alibaba, sur Temu, Flea Market. Et c'est ça le grand avantage pour les criminels, parce qu'il y a 10 ans, leur marge était de 10 à 20%. Maintenant, ce sont des marges de 90 à 100%. Et c'est ça la grosse différence, c'est la raison pour laquelle le marché est là pour tout. C'est-à-dire que l'objet est volé en France, revendu en Belgique, volé en Belgique, revendu en Allemagne. Et c'est ça le vrai défi pour ce secteur et la grosse opportunité évidemment pour la criminalité organisée. Je citais uniquement les plus gros préjudices, mais tout se vole. Les aspirateurs Dyson, les rouleaux de papier WC, etc. Voilà. Parfois, on n'imagine pas certaines choses. Jennifer Sellé, je m'adresse à vous maintenant pour savoir comment dans la supply chain, que vous nous expliquiez votre rôle dans l'instruction du dossier vol. Tout d'abord, je vous remercie de me donner l'opportunité de parler du métier d'expert, qui est un beau métier qui se féminise donc j'en suis ravie. J'en suis ravie d'être ici pour vous en parler un petit peu. L'expert, dans le cadre de son intervention, va être amené à retracer toutes les opérations de logistique et de transport dont la marchandise a fait l'objet. C'est-à-dire qu'on va partir à partir des préparations de commandes jusqu'à la livraison, donc en passant par les opérations de chargement, les opérations de rupture de charge, de stockage jusqu'à la livraison. Donc une fois qu'on aura dessiné tout ce paysage logistique et de transport, on va être amené à cibler les failles de vulnérabilité et les facteurs de risque dont les marchandises ont été exposées, et réfléchir sur des mesures correctives ou des mesures qui permettant d'aider à éviter ces vols. Et en fait, quand on aura réalisé toute cette instruction des dossiers, ces informations seront remises donc auprès des assureurs qui pourront après prendre position sur leur garantie, proposer une indemnisation ou exercer les recours. Donc cela passe par une évaluation de notre part des dommages. Donc essentiellement, quand on va être en présence par exemple d'un vol partiel, donc on va être sur place pour quantifier les colis manquants et les chiffrer via les factures d'achat, les factures justificatives qui nous seront transmises.
Et on va être aussi attentif sur les responsabilités qui peuvent ainsi en découler. Notamment, on va être à la recherche de voir s'il n'y a pas une responsabilité d'un tiers qui peut être recherchée, ou sur les conditions dans lesquelles le transporteur a été affrété par le commissionnaire de transport, et mettre éventuellement en évidence une faute inexcusable qui va pouvoir permettre aux assureurs d'améliorer leurs perspectives de recours et déplafonner éventuellement les limites de responsabilité. Voilà sur notre rôle sur le terrain. Après, nous avons aussi un rôle de conseil auprès des assurés de la compagnie d'assurance. Donc, nous allons les accompagner sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour justement limiter les vols, et aussi sur les mesures qui peuvent être prises pour l'exercice des recours, c'est-à-dire la prise de réserve motivée et précise, ainsi que la réalisation des confirmations de réserve dans les délais impartis. Et pour finir, on les incite aussi également, on les incite dans les cas du vol là, à déposer une plainte auprès des autorités compétentes. Ouais, notamment auprès de la gendarmerie. Voilà. Évidemment. Oui, justement, on est amené à coopérer régulièrement avec les autorités, ne serait-ce pour faire une remontée d'informations qui nous semble pertinente et qu'on aurait observé sur le terrain. Et donc je pense que sans faire d'ombre aux autres intervenants, on a un rôle assez central sur le terrain, justement pour faire le lien entre l'analyse des circonstances du vol, l'évaluation des dommages et la recherche de solutions qui peuvent être mises en place. Justement, la gendarmerie, colonel, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des zones ou des corridors logistiques qui sont plus sensibles que d'autres ? Alors, très clairement, si on part globalement, le quart nord-est est beaucoup plus impacté que tout le reste du territoire. L'autoroute A1 entre Paris et Lille, c'est des points très sensibles. L'autoroute A4, le Grand Est aussi. Toute la région entre Amiens et Reims. La Nationale 4, si vous avez un chauffeur ou une société que vous affrétez qui s'arrête entre Vitry-le-François et Saint-Dizier la nuit, là les risques sont assez forts d'avoir quelques prélèvements. Parce qu'il vous avez aussi par là, ou... Vous avez comment ? Il y a beaucoup de forêts par là. Voilà, beaucoup de forêts avec quelques bûcherons à l'intérieur, oui. Il y a un camp de gens du voyage assez connu qui s'est fait une spécialité d'opérer quelques prélèvements et qui sont assez forts en la matière. Voilà. Et je rajouterai aussi le couloir rhodanien, autoroute A7, A8, notamment la zone nord-Isère et sud-est de Lyon. Là, les zones que je viens de décrire, c'est plus des 2/3 des faits. Il y a vraiment une concentration des faits sur ces zones-là. Plus des 2/3 des faits se commettent sur des aires d'autoroute et sur des parkings. Et plus de 80% des faits, à notre connaissance, se commettent la nuit. C'est comme une courbe de Gauss qui atteint son apogée entre 2 et 4 heures du matin. Voilà. Merci pour ces chiffres. Et c'est pour ça peut-être que vous n'avez que des officiers roumains et géorgiens. On est plus côté Est, en officier de liaison ou... Alors, un certain nombre de groupes criminels se sont mis au vol de fret. Mais il y a une prédominance, en tout cas quand on regarde les préjudices sur des groupes criminels roumains, notamment d'une certaine région de Roumanie, qui opèrent soit dans les escroqueries aux bourses de fret, mais aussi dans les vols de fret d'envergure. Et on va dire en termes de préjudice, en nombre de faits c'est plus considérable, mais les gens du voyage qui dans certains coins opèrent. Donc j'ai cité notamment dans le Grand Est
une zone particulière, mais on trouve aussi ça entre Beaune et Lyon, sur plusieurs points d'autoroute. Merci pour avec des modes opératoires très simples que vous connaissez tous. Un grand coup de cutter dans la bâche pour faire voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et si le jeu en vaut la chandelle, eh bien, la logistique arrive derrière. Donc, on a ceux qui vont prélever un certain nombre de cartons avec des véhicules légers. Donc là, ce sera un préjudice de, on va dire, jusqu'à une palette, ce qu'on peut emmener avec un véhicule léger. Ensuite, on va avoir ceux qui vont venir avec des véhicules utilitaires. Donc là, ce sera de, on va dire, grosso modo, de 1 à 4 palettes. Et on a ceux qui sont beaucoup plus organisés, qui viennent avec des camions volés, des véhicules de reconnaissance, des véhicules derrière. Donc là, on est quand même vraiment, véritablement dans la criminalité organisée et qui retire tout un chargement. On peut distinguer, vous l'avez rapidement évoqué, donc deux tactiques majeures utilisées par les malfaiteurs, les bourses de fret, vous venez d'en parler un petit peu, qui relèvent de l'escroquerie, et les vols directs dont on vient de parler, dans les cambriolages dans les camions. Colonel, je vous demande si vous voulez bien nous expliquer les différents modus operandi, notamment sur les bourses de fret. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ils font? Usurpation d'identité? Oui, essentiellement. Alors, les bourses de fret, ça relève de l'escroquerie. Donc, c'est vraiment des auteurs de types différents, des modes opératoires différents. Mais en usurpant, de la même manière que les escroqueries aux particuliers et aux entreprises, vous avez peut-être entendu parler de l'escroquerie au président, etc. Voilà. Donc, c'est un peu des modes opératoires similaires où on va changer un mail, un numéro de téléphone. On a des opérateurs aujourd'hui qui permettent d'appeler depuis l'étranger et d'avoir la victime voit un 03, 04, etc. Donc c'est assez facile. Donc il faut à tout prix vérifier la qualité de l'interlocuteur. Parce que là, on est sur des gros préjudices. Moi, j'ai eu personnellement à traiter ce genre de dossier dans une précédente affectation sur Reims, où là, on était sur une cargaison de champagne, de pneus, de cigarettes. Voilà, on a eu une complicité. Là, l'agent privé qui avait travaillé pour l'assurance avait amené beaucoup d'éléments. C'est ce qui est important. Donc, on a pu aller très vite et en 10 jours retrouver certains éléments du chargement en Belgique. Il y avait des complicités avec des entrepôts dans le nord de la France, mais on est tout de suite sur des gros préjudices et des affaires qui nous amènent à l'international. Vous observez, Thorsten, une professionnalisation des voleurs? Of course they are. So the biggest point is that if you're working for a company, we all follow. Pardon, si vous travaillez pour une entreprise, vous avez des règles, des codes de conduite à respecter et vous suivez les règles de votre entreprise. Les criminels ne respectent pas les règles. La technologie que nous l'utilisons, ils l'utilisent aussi, mais à une plus grande échelle. Que vous soyez dans l'assurance, dans l'industrie, la technologie, en principe, vous facilite la vie, mais vous la rend pas plus sûre. La voiture sans clé, ça a l'air sympa, c'est une technologie remarquable, mais c'est ce qu'il y a de plus bête, parce que ça veut dire qu'on peut voler n'importe quelle voiture en 10 ou jusqu'à 60 secondes sans même endommager le véhicule. Donc la technologie, on voit ce qui se passe, ou l'intelligence artificielle, on voit ce que vous avez dit, colonel. L'intelligence artificielle se développe de cette façon, c'est-à-dire que nous produisons déjà des faux appels téléphoniques avec votre voix. J'ai besoin de 10 secondes de votre temps, c'est tout. J'ai besoin de 10 secondes de votre voix ou de voir votre visage 30 secondes et je peux créer une imitation parfaite de vous-même, Pascal Dubois, qui pourra vous appeler avec sa voix, alors que c'est une simulation. Et c'est cette forme d'infiltration qu'on voit dans les entreprises. Ce que nous voyons également, c'est que nous accordons de plus en plus de valeur à la chaîne de valeur. Nous voulons que la chaîne de valeur soit plus rapide, plus efficace. Le résultat des courses, on veut être
zéro carbone, etc. Mais ça veut dire qu'on met de plus en plus de valeur dans un camion. Il y a 5 ans, une palette de smartphones coûtait 4 à 5 000 euros. Maintenant, c'est 4 à 5 millions d'euros pour une palette. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Et ça, c'est le véritable enjeu, c'est qu'il y a une telle concentration de valeur dans les camions. Et ces organisations criminelles sont très organisées, sont très intelligentes. Vous avez des Roumains qui, depuis 15 ans, pilotent ces camions. Ils sautent sur un camion, alors que le camion est à 80 à l'heure sur une autoroute. Le camion est vide, le camion n'est jamais arrêté, ils arrivent à rentrer dedans. Et pourquoi ? Parce que la marchandise en péril est toujours en péril. Donc on évite de s'arrêter, mais vous avez des gens qui arrivent à arraisonner un camion alors qu'il roule et à voler la marchandise. La numérisation de l'économie et de la vie a vraiment accéléré cette facilité pour se développer des escroqueries en tout genre. Il y a des groupes criminels qui sont capables d'installer des serveurs, des faux sites internet. Donc se faire passer pour un autre dans une bourse de fret, c'est assez facile pour eux. Merci, c'est pas rassurant du tout. Vous avez donc il y a une montée du cyber. Est-ce que Jennifer Sellé pour AM Group, en tant qu'experte terrain, quelles anomalies, ou quel type d'anomalies ou d'indices doivent alerter les transporteurs ou logisticiens ? Oui, effectivement, nous, sur le terrain, on constate des choses assez récurrentes, donc des signaux assez forts sur lesquels on essaye de sensibiliser les transporteurs dans le cadre de notre intervention. Le colonel Bidot l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, nous, on constate souvent l'utilisation de fausses adresses mail ou de faux domaines pour l'affrètement des transporteurs via les bourses de fret. Bien souvent aussi, les offres de transport sont trop attractives et doivent allumer quand même quelques signaux au niveau des transporteurs sur la vigilance, sur cette vigilance à avoir. Donc souvent, les transporteurs proposent des délais d'enlèvement de marchandises très rapides comparés aux autres intervenants. Et nous sommes aussi on constate également souvent d'autres signaux qui nous alertent, comme les changements d'instructions sur la livraison de la marchandise, le changement des coordonnées bancaires. Donc tous ces signaux-là sont des choses qu'on constate au quotidien, sur lesquelles donc on fait une action auprès des transporteurs. J'aimerais bien aussi évoquer tout ce qui est le transport pour propre compte. Donc là, ça concerne le vol d'outillage et les matériels professionnels utilisés par les artisans. Donc ils utilisent souvent des véhicules utilitaires qui ont souvent un flocage publicitaire. Donc on sait bien que ces artisans ont souvent besoin de pubs dans leur cadre de leur activité, mais c'est des choses qui les exposent au prix des malfaiteurs. Donc nous essayons de leur indiquer de sécuriser leur véhicule de transport pendant les week-ends ou pendant les stationnements prolongés. Et effectivement, ils sont aussi très vulnérables, puisque c'est souvent des véhicules qui ne disposent pas de système d'alarme et de fermeture autres que ceux prévus par le constructeur. Donc il est facile pour un malfaiteur de s'emparer de la marchandise qui est stockée à l'intérieur, qui est souvent en plus une habitude prise par les artisans par praticité et mauvaise habitude justement. Alors ça concerne un petit peu moins le fret, mais c'est quand même intéressant d'avoir des éléments là-dessus. Il faut dire à nos copains artisans de ne pas avoir de flocage sur leur véhicule. C'est difficile, on peut très bien comprendre. C'est un profil, c'est des gens qui n'ont pas de trésorerie très conséquente, donc on est obligé on peut pas les empêcher de faire de la pub pour éviter les vols, quoi. On est bien d'accord. Bérangère Fontaine, on va parler un peu des assureurs, évidemment, il y en a pas mal dans la salle. Quel type de prévention sont attendus par les assureurs pour couvrir les risques ? Alors, le type de prévention, on attend surtout beaucoup de vigilance
On a parlé des vols en stationnement tout à l'heure. Le colonel Bidault disait, et c'est ce qu'on constate aussi, que les vols ont lieu la plupart du temps la nuit sur des aires de stationnement, des parkings non sécurisés. Nos premières recommandations sur la partie vol en stationnement, c'est bien évidemment d'éviter de stationner un véhicule pendant une longue période, à plus forte raison quand il est chargé avec des marchandises à très forte valeur. L'idée, c'est de dire qu'un véhicule ne doit jamais rester sans surveillance quand il est chargé et privilégier, quand c'est possible, les parkings sécurisés. Une règle de bon sens qui peut paraître bête, mais c'est de verrouiller l'ensemble des accès aux véhicules et au chargement. On constate dans certains dossiers que finalement c'est pas toujours le cas. Mais aussi quand on a des chargements très très forte valeur, ajouter encore de la sécurisation et de la protection avec des dispositifs complémentaires de protection. Alors nous, assureurs, on n'a pas forcément pour habitude de les lister de façon exhaustive, mais on va recommander en fait tout dispositif qui va permettre de renforcer la protection du véhicule. Ça pourra être des antivols pivots d'attelage des semi-remorques dételées, on pourra avoir des alarmes, des systèmes de géolocalisation, mais aussi des scellés de sécurité tels que des navalocs. J'imagine qu'il y a quand même des freins à la mise en place de ces recommandations. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels ? Alors il y a des freins, on aimerait qu'il n'y ait pas de freins parce que compte tenu des enjeux financiers que ces vols représentent, tant pour les assureurs que pour les clients d'ailleurs, et puis aussi tous les autres préjudices auxquels on ne pense pas mais que ça peut leur causer, le préjudice d'image vis-à-vis de leurs clients. Donc on aimerait qu'il n'y ait pas de frein, mais on sait qu'il en existe. Alors sur ce qui est dispositif de protection complémentaire, c'est plutôt un frein financier à équiper l'ensemble des véhicules d'une flotte où effectivement les transporteurs vont être réticents. Et le second frein principal, je pense, à la mise en œuvre de ces mesures de protection, c'est malheureusement aussi le facteur humain. On se rend bien compte que nos assurés prennent au sein de leurs entreprises des politiques de prévention vis-à-vis de leurs chauffeurs. Malheureusement, dans le quotidien, les préposés, pour des questions de facilité parfois, de manque de temps, ou de manque aussi de conscience du risque auquel ils s'exposent en laissant leur véhicule stationner un peu n'importe où et n'importe comment, ne respectent pas ces règles de prévention et on arrive à des situations assez catastrophiques. Juste avant de passer aux solutions et à tout ce que vous pouvez proposer, j'aimerais, colonel, que vous nous disiez comment on peut arriver à repérer les usurpations dans le cadre des escroqueries. Est-ce qu'il y a des méthodes particulières ? Le premier conseil à donner, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est de vraiment briefer vos collaborateurs, tous ceux qui traitent de l'affrètement, etc., sur tous les détails, puisque qu'est-ce qu'on observe, c'est en particulier pour des gens que vous ne connaissez pas, mais même ceux que vous connaissez, un simple changement d'une lettre dans un mail ou dans une adresse mail peut... Voilà, donc c'est les numéros de téléphone, les vérifications, lorsqu'on a affaire à un nouveau partenaire, bien regarder les adresses mail, bien vérifier, ne pas hésiter à vérifier l'identité avec tous les moyens qu'on a en source ouverte. Il faut prendre un peu de temps pour faire ça, sinon ça va très vite. Je disais tout à l'heure, on a des gens qui sont capables d'installer des serveurs et des faux sites internet, mais on a des gens qui vont étudier votre organisation, appeler votre secrétaire, celle ou celui qui traite les marchés par son prénom, et tout de suite parvenir à
à faire le contrat et l'escroquerie. Et voilà, l'escroquerie, c'est obtenir quelque chose en échange par une fausse qualité, fausse identité. Et ça, c'est valable pas uniquement dans le Non, vol c'est quelque chose qui, depuis 5 ou 10 ans, monte très fort, d'année en année, tous les types d'escroqueries, mais comme les escroqueries aux bourses de fret. Alors, on va passer maintenant aux solutions que vous proposez. Thorsten, est-ce que vous avez des propositions de solutions de prévention auprès des acteurs du transport ? Oui, je représente TAPA et tout d'abord, je tiens à dire que nous sommes sur le marché depuis 25 ans et nous créons des normes du secteur depuis 25 ans pour atténuer vos risques dans votre chaîne d'approvisionnement. Actuellement, nous avons 4 normes différentes qui se concentrent sur les différents modes de transport. FSR qui se concentre sur vos installations, TSR pour les obligations de sécurité des camions, le PSR sur les parkings et enfin l'aspect chaîne d'approvisionnement dans ces normes de sécurité. Mais ça n'est pas le but. Le but, c'est de former ces collaborateurs, de créer de la sensibilisation, de leur raconter la vérité aussi. Le monde n'est pas toujours votre ami. Vous pouvez vous appeler Amazon Prime Day, mais c'est aussi la criminalité organisée Day, parce que on sait que des millions de produits vont être commandés et livrés à maison. Il faut sensibiliser. En fin de compte, ce que l'on souhaite faire, c'est créer un changement de mentalité. Vous pouvez avoir la meilleure technologie, mais quand l'humain ne peut pas utiliser cette technologie, ça ne sera jamais suffisant. Et donc, il faut créer le lien entre l'humain et la technologie. On peut avoir les meilleures normes du monde, mais on a des abonnés chez TAPA, et bien sûr que... Mais être membre de TAPA, ça ne veut rien dire. C'est comme de s'abonner à un club de gym, de les payer, d'y aller pendant 2 semaines et ensuite de ne jamais y retourner le reste de l'année. Et vous continuez de payer 12 mois, mais vous ne perdez pas de points. Quelle en est la raison? Eh bien, parce que vous n'êtes pas actif. Il faut être proactif et actif. Il faut comprendre les risques, échanger les informations. Dites à vos collaborateurs, à vos chauffeurs, n'allez pas vous garer ici ou là parce qu'il y a des Roms qui vous attendent au tournant. Il faut le savoir dans votre organisation. Et vous avez des Luke Skywalker, des personnes super, mais malheureusement, vous avez aussi des Anakin Skywalker. Et vous pouvez être sûr qu'il y aura au moins un Dark Vador dans votre organisation. Au moins un. Et je peux voir que certains d'entre vous se demandent déjà, peut-être que moi je devrais devenir Dark Vador, hein, c'est du bon business. Mais bon, surtout pour les jeunes, c'est très très attrayant la délinquance organisée. On peut gagner beaucoup d'argent en très peu de temps avec très très peu de risques. Parce que c'est la délinquance à faible risque et même quand la police vous attrape, en tout cas en Allemagne, alors vous aurez des travaux d'intérêt général, vous allez nettoyer les parcs publics, vous aurez un dossier, mais bon, ensuite vous pouvez aller vous délocaliser sur eBay. Les criminels sont super intelligents, donc il faut trouver des moyens de sécuriser. C'est très clair. Merci. Jennifer Sellé, au regard toujours de votre expérience terrain, quelles sont les recommandations d'AM Group pour éviter les vols ? Alors nous, dans le cadre de notre intervention, on va sensiblement rappeler ce qui vient d'être rappelé par les autres intervenants. On va préconiser 3 leviers d'action, à savoir donc la sécurisation du site par la mise en place de barrières physiques, donc c'est-à-dire la mise en place de portails, d'un endroit clos, de la mise en place aussi de vidéosurveillance. On va être aussi également attentif à ce que le site ait une présence humaine qui peut être assez dissuasive. Donc tous ces éléments-là, donc on va les préconiser. On va également aussi axer sur la sécurisation du véhicule de transport. Donc Bérangère l'a évoqué tout à l'heure. On va inciter à ce que les véhicules ne soient pas stationnés trop longtemps sur les parkings, de voir si les dispositifs de fermeture sont fonctionnels. Donc des choses qui font appel souvent au bon sens, mais effectivement qu'on a besoin de rappeler régulièrement. Et puis, ça a été aussi évoqué, on va aussi également parler de formation du personnel. On aime bien dire que
que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc on est obligé de rappeler plusieurs fois aux intervenants du transport que c'est important que leurs salariés soient familiers sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre sur leur site. Ouais, beaucoup de bon sens. Former les collaborateurs, c'est souvent l'humain qui pêche, en effet. Bérangère Fontaine, dans le cadre de la prévention, est-ce que vous vous sentez entendu par les transporteurs ? Alors, ça va m'être difficile de répondre à leur place et de dire si on est entendu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas chez Helvetia, on fait tout ce qu'il faut pour être entendu. On a beaucoup parlé des escroqueries via les bourses de fret. Pour donner un exemple, notamment depuis récemment, en fait, on a mis en place des mesures de prévention spécifiques, une petite campagne en fait de prévention. Donc c'est passé par l'élaboration d'une fiche technique de conseils à destination de nos clients, et donc elle est disponible sur notre site internet, mais on a aussi fait en sorte qu'elle soit plus largement diffusée via des campagnes d'emailing ou sur nos réseaux comme LinkedIn. L'idée, c'est encore une fois de sensibiliser nos clients et à adopter les bonnes pratiques. Adopter les bonnes pratiques, oui, ça c'est pas toujours partagé. Thorsten, est-ce qu'il y a des innovations technologiques récentes qui vous paraissent particulièrement prometteuses ? Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'innovations actuellement, et le plus grand argument est de trouver le bon mix entre la technologie et l'humain. Vous pouvez avoir la meilleure technologie du monde. Maintenant, on parle du GPS, des serrures, des systèmes de navigation, de la surveillance. On peut parler, là encore, de serrures électroniques, de tout. Mais il faut savoir qu'il y a toujours une contre-technologie. Et les contre-technologies sont toujours utilisées par les délinquants. Là encore, vous pouvez avoir le meilleur système GPS du monde. Il y a toujours un système de brouillage de GPS. Et par exemple, si vous avez une super serrure, vous pouvez aussi avoir un système qui va interférer dans la communication de cette serrure. Et ça, c'est très important. Et puis, il y a beaucoup de technologies qui sont très peu coûteuses sur le marché. Les technologies voient leur prix baisser de plus en plus, et les contre-technologies voient aussi leur prix baisser. Quand on parle, par exemple, de système de contrôle d'accès, il y a un très bon appareil que l'on peut acheter sur Amazon, et j'aimerais vous encourager à l'aspect. Il s'appelle le Flipper Zero. Avec ça, vous pouvez lire toutes les cartes à puce, RFID, NFC, en 10 secondes. Et c'est très facile à utiliser, ça ne coûte quasiment rien, ça vient de Chine, ça coûte moins de 200 €. Et vous pouvez l'utiliser partout. Et donc, si je suis à côté de vous avec un Flipper Zero pendant 10 secondes, je peux lire toutes vos informations. Et donc, les plus grandes opportunités sont aussi d'utiliser l'IA à votre avantage. C'est très important. N'ayez pas peur donc de l'intelligence artificielle, utilisez-la de façon à avoir les meilleurs avantages pour votre organisation, notamment pour comprendre le risque. Utilisez l'IA pour cartographier vos risques dans votre chaîne d'approvisionnement et pour poser ces questions aussi à vos collaborateurs. Enfin, du point de vue de la technologie, si vous regardez le monde tel qu'il est actuellement, si vous prenez par exemple les iPhones sur le marché qui existent depuis 17 ans, mais là, la technologie évolue tellement rapidement. La vitesse est inédite, notamment les puissances de calcul. Donc, utilisez-la à votre avantage, c'est ce que j'aimerais dire. Donc, bien utiliser l'intelligence artificielle, est-ce que, je rebondis, est-ce qu'il va falloir créer de nouveaux métiers, Thorsten ? Ou alors les forces en présence dans les entreprises vont pouvoir être formées en interne à l'intelligence artificielle, parce qu'il faut une vraie formation pour l'utiliser bien. Alors sur ça, la plus grande chose, c'est que pas mal de monde a peur de cette nouvelle technologie. Pour certains d'entre vous, vous me connaissez, j'ai travaillé pour Microsoft pendant 6 ans. Je n'avais que 2 personnes qui travaillaient sur l'intelligence artificielle, j'étais codeur, mais il faut comprendre vraiment ce que c'est que l'IA, ce que ça signifie. Parce que beaucoup de personnes parlent d'IA, mais ça n'est pas l'intelligence artificielle. N'ayez pas peur vraiment de toucher à l'IA, de mettre les mains dans le cambouis. Il y a des technologies incroyables sur le marché qu'on peut utiliser à son avantage, comme les technologies de traduction.
comme des technologies d'avatar, des technologies de formation. Si vous regardez nos programmes de formation avec l'IA, maintenant nous sommes en mesure de former plus de 5000 experts du secteur, seulement les former aux normes de TAPA. Avant on en formait 400, maintenant on en forme 5000, ça diffuse la communication aussi. Bien sûr qu'il y aura de nouveaux métiers, il y a déjà des métiers dont on ne sait pas ce qu'il va advenir ces 5 prochaines années. Et donc ça, je crois que c'est très important. Colonel Bidot, est-ce que vous aussi, dans votre office, vous utilisez l'intelligence artificielle? On commence, oui. Oui. Avec vous avez des besoins en formation? On est simplement au début. Au début, les balbutiements. À tous les quatre, est-ce que vous pourriez chacun me dire la mesure prioritaire à mettre en œuvre demain dans une entreprise de transport? Colonel. La mesure, je ne pense pas qu'il y ait de mesure magique, mais c'est de bien briefer vos collaborateurs, bien les préparer, que ce soit les chauffeurs ou ceux qui traitent les marchés pour la question des bourses de fret. Préparer, notamment quand il s'agit de chargements à très haute valeur, briefer un peu vos chauffeurs pour la réaction à avoir en cas de arraisonnement et séquestration. Ne pas prendre de risques, essayer de prendre des photos mais sans mettre sa vie en jeu. Dès que possible, appeler le 17 ou les services, ne rien chambouler sur la scène ensuite, et toutes ces choses-là, voilà. Bon, du bon sens, voilà. En fait, essentiellement. Du bon sens, mais qui n'est pas forcément évident quand on est choqué par un tel événement, qui est assez brutal. Donc, beaucoup de formations à venir certainement. J'ai pas le temps de vous laisser la parole aux autres, mais en tout cas, merci beaucoup à tous les quatre pour vos retours d'expérience très concrets. Dans quelques instants, on va accueillir Stéphanie Roy à nouveau pour la présentation de 2 fondations. Je vous remercie à tous pour votre attention.